Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut positionner un aiguillage à travers le protocole LAN de la Z21. Comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo sur le cours, ce sujet fera l'objet de 2 vidéos pour ne pas que ce soit trop long. Alors, on commence tout de suite par le sommaire de la vidéo. Alors, d'abord un mot sur pourquoi j'explique mes fonctions. Ensuite, on verra, on complétera l'entête de notre fichier parce que j'ai oublié de le faire à la fois précédente. Donc, on ajoutera les fonctions qu'on a développées lors de la vidéo précédente. Ensuite, on va mettre un petit peu d'ordre. On va organiser nos 4 familles de fonctions par fichier. On verra ensuite la structure générale d'une requête LAN-X. Et plus particulièrement, on verra enfin la structure de la requête LAN-X7turnode, qui est la requête pour commander un aiguillage. Pour pouvoir implémenter cette requête LAN-X7turnode, on en déduira qu'il faut 3 nouvelles fonctions dans notre boîte à outils et qu'on va donc devoir les implémenter. On verra l'opérateur logique et bit à bit entre 2 entiers en PHP et à quoi il sert. Et on verra l'opérateur ou exclusif bit à bit entre 2 entiers en PHP. Alors pourquoi en fait j'explique mes fonctions? Je pourrais très bien vous les donner telles quelles et vous dire, ben voilà, vous les recopiez et ça fonctionne et voilà, point barre. Non, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, en informatique, on n'utilise pas souvent quelque chose qu'on ne comprend pas. On aime bien comprendre quand même ce qu'il y a en dessous. Ensuite, vous avez la possibilité de traduire mes fonctions dans un autre langage. Je vous ai montré avec ChatGPT comment vous pouvez le faire. Et alors, justement, avec ChatGPT, il fait régulièrement des erreurs de conversion. Donc, vous allez convertir mes fonctions dans un autre langage, vous allez les tester, et puis vous allez voir qu'il y a des problèmes. Donc, pour résoudre ces problèmes et trouver les erreurs que fait ChatGPT dans les conversions, vous devez quand même comprendre mes fonctions à la base. C'est pour ça que je les explique. Alors, on va maintenant donc compléter notre en-tête de fichier qu'on n'a pas fait la fois précédente. Alors, voilà notre en-tête et vous voyez, j'ai rajouté avec des flèches pour vous montrer ce qu'on avait oublié d'inclure. Donc, au niveau des fonctions de la famille Z21, on avait oublié d'inclure Z21 numéro de série. Alors, moi, ici, j'ai donné le paramètre avec toujours l'hyperluette pour dire que c'est un passage par adresse. On doit ne pas oublier de d'inclure les fonctions LAN. Et l'autre vidéo, on avait donc développé 3 fonctions LAN. LAN get serial number, LAN get serial number response et LAN lecture en passant par adresse, le header et le data. Enfin, au niveau des fonctions utilitaires, outils de notre boîte à outils, ne pas oublier d'indiquer la fonction uti to bytes little and yan to integer
donc 2 bytes en petit boutiste vers un entier. Alors vous pouvez toujours inclure des commentaires, hein. Donc ici moi j'ai expliqué que voilà, ça retourne en entier le string de bytes présenté en 2 octets petit boutiste. Dans notre famille UDP, il faut également rajouter UDP send packet et UDP receive. Voilà. Donc n'oubliez pas de le faire pour que ce soit en ordre au niveau de vos entêtes. Voilà, maintenant je peux effacer les petites flèches que j'avais mis pour vous montrer ce qu'il fallait rajouter. Alors on va voir maintenant comment organiser nos 4 familles de fonctions par fichier. Alors pour l'instant, la situation est celle-ci. Nous avons notre interface de commande qui attaque nos fonctions Z21, donc les fonctions préfixées par Z21. Ces fonctions de la Z21 vont utiliser pour réaliser leurs tâches, d'une part, des fonctions UDP, donc ce sont les fonctions sur le socket UDP, mais également, bien sûr, utiliser les fonctions LAN qui sont les fonctions relatives aux commandes du protocole de la Z21, ainsi que des fonctions UTI qui sont des fonctions de la boîte à outils. Donc voilà la situation telle que nous l'avions laissée la fois précédente. Et dans cette situation, toutes ces fonctions eh bien, sont implémentées, sont réalisées dans notre fichier test.php. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va bien sûr laisser notre interface de commande dans notre fonction, dans notre fichier test.php. Mais par contre, nos fonctions de la Z21, on va les mettre dans un fichier Z21 include.php. Alors include pour dire que c'est pas un programme mais que c'est un fichier à inclure dans un autre. La même chose pour les fonctions utilitaires, on va les mettre dans un fichier uti.include.php. LAN, on va les mettre dans un fichier lan.inc.php. Et enfin, vous l'aurez compris, les fonctions UDP, on va les mettre dans un fichier udp.inc.php. Comme ça, en fait, la situation sera beaucoup plus claire. Quand on aura besoin d'aller voir quelque chose, on trouve directement le bon fichier. Et dans notre interface de commande, on a simplement notre interface de commande, donc c'est beaucoup plus clair. Alors nous allons donc regrouper maintenant nos 4 familles de fonctions par fichier. Donc vous voyez dans mon répertoire de travail, j'ai rajouté 4 nouveaux fichiers avec les noms corrects. Donc lan.inc.php, udp.inc.php, uti.inc.php et z21.inc.php. En plus de notre fichier test qui va devenir notre fichier programme principal. Donc dans mon éditeur de texte, comment ça se présente? Ben, j'ai mon fichier test et puis j'ai mes 4 nouveaux fichiers qui sont pour l'instant vides. Alors on va faire le changement ensemble, d'accord, pour ne pas que je vous abandonne à le faire seul. Donc c'est assez simple, hein. On va parcourir notre fichier test et chaque fois qu'on trouve une fonction, on va aller la mettre dans le bon fichier. Donc ici je trouve une fonction Z21. Je la prends, je trouve une deuxième fonction Z21. Je fais un CTRL X pour prendre ces 2 fonctions.
Et je vais dans mon onglet Z21 et je vais déposer ces deux fonctions dans le bon fichier. Je retourne dans mon fichier test et je continue. Je trouve une fonction UDP, je la prends. Encore une fonction UDP, je la prends. Je fais un CTRL X et je vais dans UDP déposer ces deux fonctions. Je reviens dans test. Je trouve une fonction Z21, je la prends et je vais la mettre dans Z21. Je retourne dans test. Alors, je trouve une fonction LAN, je la prends, je vais la mettre dans LAN. Je retourne dans test. Je trouve une fonction UDP, je la prends, je vais la mettre dans UDP. Je retourne dans test, je trouve une fonction LAN, une deuxième, je prends les deux, CTRL X et je vais les déposer dans LAN. Je retourne dans test et je trouve une fonction UDP, je la prends, je vais la mettre dans UDP. Je retourne dans test et enfin je trouve une dernière fonction de ma boîte à outils, une fonction UTI, je la prends et je vais la mettre dans UTI. Maintenant, nos entêtes, on va faire la même chose. Donc, je prends la partie de LAN. Oula. Je prends la partie de LAN et je vais la mettre dans LAN. En haut. Je prends la partie UTI et je vais la mettre dans UTI. Je prends la partie UDP et je vais la mettre dans UDP. On a presque fini. Et je prends la partie Z21 et je vais mettre ça dans Z21. Voilà. Ce que je vais faire, c'est je copie une barre, donc je fais un CTRL C pour copier et pas un CTRL X pour prendre. Et puis je vais aller rajouter des barres pour que mes entêtes soient jolies. Voilà. Voilà. Et donc j'ai déjà presque terminé. Maintenant, vous voyez mon fichier test, il est presque vide. Et je vais encore le vider parce qu'en fait, le nom symbolique wait_packet, il est utilisé dans le fichier Z21, dans les fonctions Z21. Donc je peux le prendre et le mettre dans Z21. Je retourne dans test et le nom symbolique LAN get serial number, il est utilisé dans les fonctions LAN, donc je peux le prendre et je vais mettre ça dans le fichier LAN. Regardez maintenant mon fichier de programme, il est presque vide, il n'y a plus rien. Il ne contient plus que l'initialisation, la lecture du numéro de série et puis la clôture. Bien sûr, ça ne fonctionnera pas comme ça puisqu'il va falloir dire à l'interpréteur de commande PHP ou bien à votre compilateur qu'il faudra aller lire et exécuter les fonctions Z21, donc pour ça on fait un include et on va aller dire que c'est donc il faut inclure le fichier z21.inc.py.
.php. Et puis, dans notre fichier z21.inc.php, il ne fonctionnera pas si on ne fait pas la même chose, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, voilà, il va falloir faire 3 include. Pour que ce fichier fonctionne, il va falloir aller chercher les fichiers, les fonctions UDP, les fonctions LAN et les fonctions UTI. Voilà, alors on peut essayer pour voir si ça fonctionne toujours. Il vaut mieux essayer quand on a fait des gros changements. Donc, ne pas oublier évidemment de sauver chaque fichier sur disque. Hein, donc, dans mon traitement de texte, je dois faire un CTRL-S pour sauver chaque fichier. Et puis, comme l'autre fois, je peux lancer ma fenêtre DOS et alors lancer l'interpréteur de commande PHP test.php. Et voilà, on a bien notre numéro de série, donc ça fonctionne. Donc les changements qu'on a faits ne viennent pas perturber le fonctionnement de notre logiciel. On en arrive maintenant donc à notre structure générale des requêtes LAN-X. Alors je vous rappelle que LAN-X, pourquoi est-ce qu'il y a un X? C'est simplement parce qu'en fait ce sont des commandes qui sont accessibles également via le bus XBus sur lequel on peut mettre différents appareils de commande. Donc tous ces appareils de commande branchés sur le XBus peuvent exécuter des requêtes qui commencent par LAN-X. C'est pour ça qu'il y a le X à certaines requêtes. Je vois maintenant la structure générale d'une requête LAN-X. Alors, une requête LAN-X est toujours structurée de la même manière. Le paquet est toujours construit de la même manière. On a d'abord la longueur du paquet en 2 octets petit boutiste. On a ensuite l'identifiant du paquet en 2 octets petit boutiste. Et l'identifiant d'un paquet d'une requête LAN-X, ce sera toujours 40 en hexadécimal. Et puis ici, après, nous avons nos data. Alors, nos data commencent par un sous-identifiant qui identifie la requête au sein de la famille LAN-X. Donc, on a vraiment un sous-identifiant. Et puis une série de bytes. Alors ici dans notre exemple on a 2 bytes, on pourra en avoir plus. Et nos data se terminent par un octet XOR et cet octet en fait c'est le résultat d'une opération XOR sur les octets des data. Donc ici dans notre exemple, notre dernier octet XOR, ce sera le résultat de l'opération H XOR X XOR Y. XOR voulant dire en français un ou exclusif, on va le voir. On en arrive maintenant à la commande LAN-X7 turnout. Turnout voulant dire aiguillage. Et donc, c'est bien la requête du protocole LAN de la Z21 qu'il faut utiliser pour positionner un aiguillage.
comme on l'a vu précédemment, toutes les requêtes de la famille LAN-X commencent par, bien sûr, la longueur en 2 octets petit boutiste. Ici, on voit que la longueur est de 9 en hexadécimal. 9 en hexadécimal, c'est 9 en décimale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, c'est bien correct, j'ai bien 9 octets. Vient ensuite l'identifiant de la famille LAN-X et l'identifiant, c'est 2 octets en petit boutiste avec comme valeur pour la famille LAN-X 40 en hexadécimal. Puis vient nos 5 octets de données. Le premier octet identifie la requête spécifiquement au sein de la famille LAN-X. Et donc, on va mettre, pour LAN-X 7 turnout, on va mettre comme valeur 53 en hexadécimal. Puis vient dans les 2 bytes suivants, DB0 et DB1, c'est le numéro de l'aiguillage sur lequel on va travailler, donc en 2 octets et en grand boutiste. Ensuite, on a DB2 qui est ici représenté en format binaire et c'est les opérations que l'on veut pratiquer sur l'aiguillage. Alors, en binaire, en position 7, on aura toujours 1. En position 6, on aura toujours 0. En position 5, on aura 1 ou 0 selon la manière dont on veut travailler. Il faut savoir que sur les très grands réseaux, je veux parler des réseaux où il y a des dizaines de locomotives qui tournent et où on a des centaines d'aiguillages, la Z21 est constamment inondée de requêtes et donc on peut éventuellement lui spécifier, voilà, la requête que je t'envoie, elle n'est pas très importante et tu peux l'exécuter quand tu as un petit peu de temps. Donc, tu la mets sur une file d'attente et quand tu as du temps, que tu n'as rien à faire, tu vas sur cette file d'attente et tu exécutes les requêtes qui se trouvent là-bas. Donc, si cette requête est exécutée dans quelques secondes, ce n'est pas grave pour moi. Dans ce cas-là, on mettra comme bit Q, on le mettra à 1. Nous autres, comme on ne travaille pas sur des réseaux de cette taille-là, on mettra toujours Q égale 0. Le bit 4 est toujours à 0. Le bit 3, c'est A. Et on positionne à 1 si on veut mettre de la tension de l'électricité sur l'aiguillage. Et on mettra 0 si on veut couper la tension sur l'aiguillage. Le bit 2 est à 0. Le bit 1 est à 0. Et le bit de la position 0 sera à 0 si on veut mettre l'aiguillage courbe et à 1 si on veut mettre l'aiguillage droit. Enfin, on termine notre série d'octets par un octet qui est le OU exclusif des octets de notre zone data. Alors, qu'en tirer de tout ça, qu'en tirer comme conclusion? Première conclusion, on va avoir besoin d'une fonction qui prend en paramètre un entier, donc la valeur, le numéro d'un aiguillage, et qui retourne un string de 2 octets en grand boutiste. Donc, cette fonction de notre boîte à outils, on va l'appeler integer to bytes big endian, qui veut donc dire un entier vers 2 octets en grand boutiste. Deuxième conclusion, c'est qu'on va avoir besoin d'une fonction qui construit
un octet en fonction des bits qu'on lui donne. Donc on va avoir une fonction qui prend en paramètre les 8 bits d'un octet et qui retourne la valeur de l'octet. Et ensuite, et enfin, on aura une troisième fonction où on va donner un string data et cette fonction va rajouter derrière le string data, en dernière position, un nouvel octet qui sera le calcul du OU exclusif. Donc pour ça, on va utiliser une fonction uti ajouter XOR à un paramètre data, data étant passé en adresse, comme ça le data est retourné après avec l'octet XOR en fin de data. Je vous rappelle l'opérateur et entre deux bits. Donc si A vaut 0 et B vaut 0, A et B vaudra 0. Si A vaut 0 et B vaut 1, A et B vaudra 0. Si A vaut 1 et B vaut 0, A et B vaudra 0. Et si A vaut 1 et B vaut 1, A et B vaudra 1. Autrement dit, A et B vaut 1 si et seulement si A vaut 1 et B vaut 1. Dans tous les autres cas, A et B vaut 0. Eh bien, l'opérateur qu'on symbolise par une hyperluette en PHP pratique l'opération et bit à bit sur deux entiers. Par exemple, on a deux variables A et B qui sont représentées chacune par un octet. Donc si on a A qui vaut 5, en binaire c'est 1, 0, 1. Si on a B qui vaut 3, en binaire c'est 1, 1. Eh bien, A, opérateur et bit à bit sur deux entiers, suivi de la variable B. En binaire, qu'est-ce que ça va donner? 0 et 0, ça donne 0. 0 et 0, ça donne 0. Et ainsi de suite. 1 et 0, ça donne 0. 0 et 1, ça donne 0. Et 1 et 1, ça donne 1. Donc, on aura comme résultat de A, opérateur et bit à bit sur deux entiers, suivi de la variable B, ça donnera 1 en binaire et 1 en décimal. Donc une application pratique à ça, c'est que si on applique l'opérateur et bit à bit sur deux entiers et que le deuxième entier c'est la valeur 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Par exemple, A en binaire et en deux octets, on a 16 bits. Quelles que soient les valeurs des bits, donc j'ai mis des X et j'ai mis Y pour dire c'est des 1 ou des 0. 1 en décimale et 1 en binaire, ça va faire tous des 0 et ça se termine par 1. Donc si j'applique l'opérateur et bit à bit sur les deux entiers, je vais avoir X et 0, quel que soit X, ça va donner 0. X et 0, quel que soit X, ça va donner 0. Et ainsi de suite, donc je vais avoir tous des 0. Et puis Y et 1, ça va donner 1 si Y vaut 1, et ça va donner 0 si Y vaut 0. Et donc l'opérateur et bit à bit sur deux entiers, avec le deuxième entier étant simplement un bit à 1, eh bien on ne garde que le premier bit de A, et tous les autres bits sont mis à 0. A étant un entier, et un entier normalement c'est 4 octets, si on pratique l'opérateur et bit à bit sur deux entiers et que le deuxième entier
c'est un octet avec tous des 1, eh bien, notre entier A, on ne va garder que le premier octet. On ne va garder que les 8 premiers bits. Et tous les autres bits seront mis à 0. Et donc, on est sûr qu'en faisant cette opération, le résultat, on pourra le mettre dans un seul octet. La même chose, si on pratique l'opérateur et bit à bit sur 2 entiers et que le deuxième entier, c'est 2 octets mis à 1, eh bien, on ne gardera comme résultat que la valeur de A, mais que les 16 premiers bits de A, et tout le reste sera mis à 0. Et donc, on est sûr que le résultat, on pourra le mettre dans 2 octets. Alors, j'en reviens maintenant à la première fonction qu'il faut implémenter. Donc, traduire un entier en 2 octets grand boutiste. Donc, la fonction uti integer 2 bytes big and yan, en prenant en paramètre notre entier. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je vais dans ma fonction, dans mon fichier uti, et c'est là que je vais mettre ma nouvelle fonction. Alors, ce que je dois faire dans ma fonction, où je rentre un entier, donc 4 octets, je dois sélectionner le 3e et le 4e octet. Donc, comment je vais faire ça? J'ai donc ma variable value, qui est un entier exprimé sous 4 octets, et je ne dois garder que les 2 premiers octets. Alors, je vais m'occuper d'abord de l'octet db1. Comment je vais le capturer? Je vais donc pratiquer l'opérateur et bit à bit sur 2 entiers avec 2 octets mis à 1, et donc tout le reste va être mis à 0. Donc je vais obtenir la variable value comme ceci. Les 2 premiers octets seront mis à 0 et je garde que les db1 et db0. Puis je vais obtenir l'octet 1 en décalant les 4 octets de 8 positions vers la droite. Et pour m'assurer que le reste est mis à 0, je vais faire l'opérateur et bit à bit avec comme deuxième valeur un octet avec tout des 1. Donc je décale tout de 8 bits vers la droite. Donc mon db1 se trouve ici. Et puis je mets tout le reste à 0. J'ai toujours octet 1 et toujours un entier, donc c'est toujours représenté par 4 octets. Et ce que je veux, c'est en avoir qu'un seul. Donc j'utilise la fonction chr qui traduit un entier en un seul octet. Donc ici, après, je prends l'octet, je le mets dans chr et ce que j'obtiens, c'est un seul octet db1. Pour maintenant capturer l'octet le moins significatif, db0, j'ai ma value, un entier qui contient 4 octets. Ce que je fais l'opérateur et bit à bit sur 2 entiers avec le deuxième entier étant un octet avec rien que des 1. Et donc les 3 autres octets sont mis à 0. Et puis j'ai mon entier et je dois simplement le transformer en un seul octet. Donc j'utilise la fonction chr, comme tout à l'heure. Je passe mon entier dedans et ce que je vais capturer à la sortie, c'est un seul octet. Et donc dans mon octet 0, j'aurai bien db0. Donc ce qu'on vient de faire, c'est ce que je fais ici. D'accord? Donc je ne vais prendre que les 16 premiers bits de value. Et puis l'octet 1, je le décale
vers la droite de 8 bits et je mets les autres bits à 0. Et l'octet 0, eh bien, je ne garde que le premier octet, je mets les autres bits à 0. Et puis le résultat, donc je dois avoir un string en grand boutiste, et donc en fait, je traduis mon octet 1, qui est en fait un entier en 4 positions, vers un seul caractère, concaténé à mon octet 0, qui est un entier, et donc je le transforme en un seul caractère. Et donc le résultat contient bien les 2 bytes, les 2 octets de value en grand boutiste. Deuxième fonction à faire de ma boîte à outils aujourd'hui, c'est donc générer un octet à partir des 8 bits. Donc la fonction UTGenerateByte qui prend en paramètre les 8 bits positionnés de 7 à 0. Pour ça, je vais dans mon fichier UTI et je vais donc rajouter la fonction que voici. Je vais donc pour chaque bit qui est un entier pratiquer l'opérateur et bit à bit sur 2 entiers avec un seul bit à 1, et donc je ne garde chaque fois que le premier bit. Ça, c'est pour être sûr que dans chaque entier, je n'ai que 1 ou 0. Le bit 7, évidemment, je dois le décaler de 7 positions vers la gauche. Le bit 6, de 6 positions vers la gauche. Le bit 5, de 5 positions vers la gauche, et ainsi de suite. Jusqu'au bit 0, qui est bon, lui. Il ne doit pas être décalé. Et puis, maintenant, je n'ai plus qu'à faire un OU logique entre tous les entiers et j'obtiendrai bien mon octet qui est donc constitué des 8 bits rentrés en paramètres. Alors il nous reste à implémenter notre dernière fonction qui rajoute un octet avec le XOR de tous les octets du string data. Donc c'est la fonction uti ajouter XOR qui prend en paramètre data. Un mot sur l'opérateur logique XOR. Donc XOR en français c'est OU exclusif. Donc j'ai remis la table de l'opérateur binaire XOR. Donc si A vaut 0 et que B vaut 0, A XOR B vaut 0. Si A vaut 0 et que B vaut 1, A XOR B vaut 1. Si A vaut 1 et que B vaut 0, A XOR B vaut 1. Et si A vaut 1 et que B vaut 1, A XOR B vaut 0. Autrement dit, A XOR B vaut 1 si et seulement si une des deux variables vaut 1 et l'autre pas. Alors, l'opérateur qui s'écrit avec un accent circonflexe en PHP va pratiquer l'opération XOR bit à bit sur 2 entiers. Donc, par exemple, variable A XOR bit à bit sur 2 entiers variable B. Qu'est-ce que ça va donner? Si A vaut 5, c'est 1, 0, 1 en binaire, et que B vaut 3, ce qui est 1, 1 en binaire. Qu'est-ce que ça va donner notre XOR? 0, 0, ça va donner 0. 0, 0, ça va donner 0, et ainsi de suite. Jusque 1 et 0, ça va donner 1. 0 et 1, ça va donner 1. Et 1 et 1, ça va donner 0. Donc, en binaire, 1, 1, 0. Et en décimale, 6. Donc, je vais dans mon fichier UTI et je vais rajouter la fonction. D'accord? N'oubliez pas qu'il faut passer data
par adresse parce qu'on va réutiliser après data. Hein. Data contiendra un nouvel octet à la suite et on va réutiliser data. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le XOR. Pour ça, on va utiliser une nouvelle fonction qu'on appellera uti calculate XOR for data et on passera en paramètre data. Et puis, lorsqu'on aura notre XOR, sachant que c'est un entier, il faudra le convertir en un caractère et le concaténer à data. Et puis on aura déjà fini notre fonction. Il nous reste maintenant à implémenter cette fonction-là. Alors, la voici. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour calculer le XOR? Eh bien, le XOR, voilà un string avec des octets. Eh bien, le XOR ici, ça va être la valeur de l'octet ici, DB0, XOR DB1, XOR DB2, XOR DB3, XOR DB4 et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va prendre la valeur du premier byte, du premier octet, on va le mettre dans result. Et puis, on va faire result XOR la valeur du deuxième octet qu'on va mettre dans result. Puis on va faire result XOR la valeur du troisième octet qu'on va mettre dans result, et ainsi de suite. Et finalement, on obtiendra bien le XOR de tous les octets. Donc, traduit en informatique, on met dans result le premier octet de data, donc l'octet qui a l'indice 0, et on le transforme en entier. Donc, on utilise la fonction ort. Et puis, pour tous les autres octets, donc de 1 jusqu'à la longueur de data moins 1, puisqu'on a commencé à 0, donc on s'arrête à la longueur moins 1, eh bien, on va chaque fois calculer result XOR de data avec l'indice de i, qu'on transforme en entier, et on mettra ça dans result. Et quand on aura terminé notre boucle, dans result, on aura un entier qui est le XOR de tous les octets de data. N'oublions pas maintenant, pour terminer, de bien sauver tous nos fichiers. Donc ici, je vois que mon fichier il est en rouge, donc il doit être sauvé sur le disque. Voilà. N'oubliez pas de bien sauver vos fichiers. Et donc, n'oubliez pas également de rajouter ce qu'on a dans notre en-tête uti. On a donc nos nouvelles fonctions. On a finalement fait 4 fonctions. Voilà. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Nos fonctions de base sont prêtes pour implémenter notre fonction de commande de notre aiguillage. Alors on fera ça la prochaine fois. La prochaine vidéo, je pense, sera assez courte puisque on en a fini avec la théorie, on a nos outils de base, donc ça devrait normalement aller assez vite. Donc vivement la prochaine fois. En attendant, merci surtout d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité, mais n'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Allez, salut, au revoir.